Alors là, on le croit pas. Mesdames, messieurs, derrière les projecteurs scintillants et les refrains entraînants se cache parfois une vérité que personne n'ose murmurer. France Gall, icône intemporelle de la chanson française, celle que l'on croyait douce, presque angélique, a brisé le silence au crépuscule de sa vie. À 70 ans, elle a égrené un à un les noms de ceux qui ont brisé ses rêves, volé ses espoirs ou piétiné son innocence. 5 noms, 5 visages qui, tour à tour, ont façonné ses triomphes et creusé ses blessures. Claude François, Serge Gainsbourg, Sheila, Michel Berger, Julien Clerc. Dans ce récit, vous découvrirez les failles d'une étoile forcée de sourire alors que son cœur saignait en coulisses. Aujourd'hui, mes chers téléspectateurs, nous allons remonter le fil de ces confessions tardives, là où le pardon n'a pas toujours eu sa place et où la gloire a laissé un goût d'amertume. France Gall, de son vrai nom Isabelle Gall, naît en 1947 à Paris, au cœur d'une famille baignée de musique. Fille de Robert Gall, parolier réputé, elle grandit dans un univers où chaque note semble la destiner à la scène. Dès l'adolescence, elle est poussée sous les projecteurs, exposée au flash et au micro, avant même d'avoir le temps de comprendre ce qu'être une idole exige réellement. À 17 ans, sa voix cristalline séduit le public, mais c'est son image de jeune fille ingénue qui devient une arme marketing redoutable. Elle incarne la fraîcheur, la naïveté, celle qu'on exhibe comme une poupée sage, sans qu'elle ait vraiment le droit de dire non. Son premier grand coup d'éclat survient en 1965, lorsqu'elle remporte l'Eurovision avec Poupée de cire, poupée de son, écrite par Serge Gainsbourg. Derrière ce succès européen, une ombre plane déjà, le double sens scabreux du texte que la jeune France découvre bien trop tard, victime d'un jeu pervers qui la marquera au fer rouge. Mais à cet instant précis, la France entière la chérit comme un trésor national. Sa frange blonde, son sourire d'adolescente timide et ses chansons légères deviennent la bande-son d'une génération insouciante. Elle sera tour à tour muse et amante, souvent de ceux qui prétendent la protéger. Claude François la prend sous son aile avant de la dévorer de l'intérieur. Leur relation passionnée mais toxique devient une légende urbaine. La jolie France enfermée dans une cage dorée, soumise aux crises de jalousie du chanteur adulé. Après la rupture, il ne cessera jamais de la poursuivre dans ses mots, ses chansons, ses allusions. Puis vient Michel Berger, le compositeur de génie qui, croit-on, sauve France Gall de ses démons. Leur union devient un mythe romantique. Un couple fusionnel, deux esprits qui se complètent sur scène comme dans la vie. Ensemble, ils écrivent certaines des plus belles pages de la variété française. Résiste, il jouait du piano debout, elle là, autant d'hymnes de la liberté à la force tranquille. Pour le public, France Gall n'est plus la poupée de cire, elle est devenue une femme, une mère, une artiste accomplie. Mais derrière la façade de conte de fête, des tensions couvent. Michel Berger, génie secret, impose parfois sa vision sans appel. La liberté qu'elle croyait acquise s'érode dans les non-dits, les compromis, les colères rentrées. À la mort soudaine de Berger, France Gall se retrouve seule avec ses souvenirs, ses douleurs et un héritage musical qu'elle défend bec et ongle. France Gall, c'est aussi une rivalité sourde avec Sheila, autre reine du yéyé. Deux princesses de la pop, souvent comparées, souvent opposées, dans une guerre silencieuse de chiffres, de fans, de shows télé. Chacune voulait la lumière, chacune voulait l'affection du public, mais au fond, cette jalousie tenace s'est cristallisée en rancœur jamais tout à fait digérée. Dans sa vie privée, France a cherché l'amour, la tendresse, la reconnaissance. Avec Julien Clerc, elle rêve d'une histoire sincère, loin des feux de la rampe. Mais cette liaison, intense au début, se termine sur des blessures ouvertes, des promesses non tenues, des adieux cruels, des rancœurs qui se glissent des années après sur cette liste noire qu'elle révèle sans trembler. Au crépuscule de sa vie, France Gall apparaît comme une femme au parcours paradoxal. Adulée, tragie, vengée. Une voix qui aura su incarner l'insouciance avant de crier sa vérité.
Elle a été l'idole de milliers de jeunes, la muse de grands hommes de la chanson, mais aussi la proie de leur égoïsme et de leur manipulation. Et aujourd'hui, ces blessures, elle les exhume une à une, offrant à ses fans un dernier acte de sincérité. Tout au long de sa carrière, France Gall a su préserver l'image d'une femme discrète, pudique, presque effacée derrière ses refrains lumineux. Pourtant, derrière chaque sourire offert au public se cache un revers d'amertume, un fil invisible de blessures qu'elle a choisi de dévoiler bien plus tard, à un âge où l'on pourrait croire que tout est pardonné. Car la vérité, mes chers téléspectateurs, est qu'elle n'a jamais pu oublier ceux qui ont abîmé sa jeunesse, profité de sa confiance ou trahi ses espoirs les plus intimes. Le premier nom, celui qui revient comme une gifle, c'est Claude François. Leur histoire est connue, presque mythique. Deux idoles qui s'aiment avec fougue sous les projecteurs. Mais la réalité était tout autre. Claude était un homme possessif, jaloux à l'extrême, exigeant un contrôle total sur France. Il l'appelait à toute heure, la surveillait, l'accusait sans cesse de trahisons imaginaires. Il aurait, dit-elle, gâché son innocence à coups de crises et de menaces. Elle, l'adolescente encore timide, n'avait aucun moyen de se défendre. La passion qu'elle pensait vivre se transforma vite en prison dorée. Le jour où elle trouva le courage de partir, elle s'attira sa vengeance. Des chansons vengeresses, des interviews où il la réduisait à une simple gamine ingrate. Des années plus tard, France Gall confessera « Claude n'a jamais vraiment cessé de me poursuivre, même mort ». Vient ensuite Serge Gainsbourg, le deuxième nom sur cette liste funeste. Gainsbourg, l'enfant terrible de la chanson française, l'a marqué à jamais. Lorsqu'il écrit pour elle Les Sucettes, France a 17 ans. Elle chante le titre sans comprendre que, sous ses airs innocents, se cache une allusion érotique que toute la France, elle, devine. Elle devient alors la risée des plateaux télé, des salles de rédaction, tandis que Serge, lui, savoure le scandale. Elle se sent trahie, humiliée, salie aux yeux du pays tout entier. Elle aurait pu le pardonner, peut-être, s'il s'était excusé, mais Gainsbourg, fidèle à lui-même, n'a jamais exprimé le moindre remords. Des années plus tard, la blessure reste vive. « On m'a volé ma candeur », dira-t-elle, la voix serrée. Sheila, la rivale de toujours, occupe une place plus sourde dans cette liste. Entre elles, il n'y a jamais eu d'excès de violence ou de trahison directe, mais France Gall a toujours ressenti cette tension, ce parfum de jalousie qui plane entre deux reines du yéyé. Sheila, que la presse montait en duel face à France à chaque nouveau single, chaque passage télé. Les comparaisons incessantes, les chiffres de vente scrutés comme des armes, les fans qui prenaient parti. L'une triomphait quand l'autre chutait. France a confié qu'elle aurait voulu une amitié sincère, un soutien dans ce milieu d'hommes, mais au lieu de cela, elles se sont lancées des pics feutrés pendant des décennies. Quand on lui demanda pourquoi Sheila figurait parmi ses ennemis, elle répondit simplement « Elle m'a appris que la sororité peut être un leurre ». Puis vient Michel Berger, son mari, son mentor, celui que tout le monde croyait être son rock. Le couple Berger-Gall, à l'époque, semblait parfait. Ils chantaient ensemble l'amour, la liberté, la résilience. Mais au fond de ce duo complice se glissaient des ombres. Michel, perfectionniste, savait imposer sa vision, parfois sans tenir compte de ses désirs à elle. Des tensions muettes, des disputes qu'on taisait pour sauver l'image du couple idéal. La mort brutale de Michel n'a pas effacé ses douleurs. France confessera plus tard « Il m'a tout donné, mais il m'a aussi prise tout entière ». Une phrase énigmatique qui en dit long sur les compromis qu'elle a dû accepter. Enfin, Julien Clerc. Pour beaucoup, leur idylle fut brève, presque anodine. Mais pour France Gall, cette histoire a laissé un goût amer. Il s'était promis un amour simple, loin des paillettes, mais Julien, déjà séducteur invétéré, n'a pas su rester fidèle à cette promesse. Leurs routes se sont séparées dans l'indifférence, puis dans les pics médiatiques. Dans sa liste, France Gall glisse son nom comme un rappel que certaines blessures d'orgueil, certains adieux sans explication, font bien plus mal que les cris et les trahisons publiques. Ces 5 noms sont plus qu'un simple règlement de compte. Ils incarnent une époque, une industrie où les femmes, même quand elles brillaient, devaient souvent courber l'échine. À 70 ans, France Gall choisit de ne plus rien taire. Elle offre aux curieux cette dernière part d'ombriquet. Et, dans ses mots, elle le rappelle. Pardonnez, ce n'est pas oublié. Lorsque France Gall a commencé à laisser filtrer ses vérités, la presse s'est aussitôt ruée sur ses aveux.
Les unes des magazines se sont emparées de chaque nom comme d'un trophée, remuant des souvenirs que beaucoup croyaient à jamais ensevelis. Pour la première fois, la voix douce de France se faisait incisive, presque tranchante, comme si toutes ces années de silence explosaient dans un souffle amer. Elle n'avait plus rien à perdre, plus rien à protéger. Les confidences qu'elle gardait pour ses amis proches se retrouvaient étalées, mot pour mot, dans des interviews mémorables. Avec Claude François, la tension n'a jamais vraiment disparu. Même après sa mort tragique, le fantôme de Clo-Clo continuait de rôder. Des fans nostalgiques l'idéalisent encore, refusant de croire qu'il ait pu être violent, manipulateur. France, elle, se défendait face à cette légende qu'on sanctifiait. « Je ne veux plus qu'on fasse de lui un héros romantique, disait-elle. Il m'a possédé, puis brisé. » Un jour, lors d'un plateau télé, un ancien collaborateur de Claude osa contredire son récit. France le fixa longuement avant de murmurer, la voix pleine de glace. « Vous n'étiez pas là. Vous ne savez pas. » La bataille pour laver sa vérité fut encore plus âpre avec l'héritage de Serge Gainsbourg. Des proches de l'artiste s'indignèrent de ces accusations. Pour eux, les sucettes n'étaient un jeu de mots audacieux, un trait de génie. Mais France se dressa seule contre tous, répétant encore et encore combien cette chanson avait souillé son image de jeune fille. Des décennies plus tard, les plateaux télé diffusaient encore ces images d'elle, rougissant, riant nerveusement, sans comprendre les sous-entendus salaces que tout le monde, sauf elle, percevait. « J'ai été la blague de tout un pays », confiait-elle un soir, les yeux embués. « J'ai mis des années à ne plus en avoir honte. » Avec Sheila, le venin était plus subtil. Pas de cris, pas de scandale ouvert, mais une rivalité palpable dans chaque gala, chaque émission. Les regards qu'elle s'échangeait en coulisses parlaient pour elle. Sheila a longtemps minimisé cette animosité, se disant surprise de figurer sur cette liste maudite. Mais France, ferme, répliqua. « L'envie est parfois plus cruelle qu'un coup de poignard. » Le nom de Michel Berger, lui, surprit davantage encore. Les fans habitués à les imaginer inséparables se déchirèrent. Certains refusèrent d'admettre qu'il puisse figurer parmi ses regrets. Mais France assumait ce paradoxe. Elle raconta comment, à la fin, l'homme qui l'avait reconstruite avait aussi sapé sa liberté, la confinant à un rôle de muse docile. Elle se souvint de disputes étouffées derrière les portes closes de leur villa, des heures passées à répéter encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'effondre. « J'ai attendu des excuses pendant toutes ces années, mais il n'y a eu que le silence, » avoua-t-elle un soir à un journaliste. Et ce silence, plus lourd encore après la mort de Michel, n'a jamais pu être comblé. Quant à Julien Clerc, France parla de sa rupture avec une lucidité glaciale. Elle décrivit comment ses promesses d'amour se transformaient en absence, comment il disparut du jour au lendemain, sans explication. Dans un entretien, elle laissa échapper cette phrase poignante. « Mon fils a grandi sans que Julien sache jamais qui il était vraiment. » Une confession qui frappa l'opinion, derrière la romance légère, une cicatrice familiale qu'elle n'a jamais refermée. À mesure que ces vérités éclataient, les anciens complices, amis, rivaux, tous réagirent. Certains tentèrent de se défendre, d'autres gardèrent un silence embarrassé. Mais pour France, ces révélations n'avaient rien d'un règlement de compte sordide. C'était une libération, une façon de reprendre la main sur son récit. Elle n'était plus la poupée de cire qu'on façonnait au gré des tubes et des fantasmes. Elle était une femme blessée, courageuse, qui offrait à ses fans une dernière chanson sans refrain, mais avec des mots crus, authentiques. Et sous ces mots, chacun entendait l'écho d'un appel. « Écoutez-moi enfin comme je suis. » Au moment où France Gall posa ces 5 noms comme des pierres tombales sur son passé, beaucoup crurent qu'elle chercherait vengeance, un dernier scandale avant de disparaître. Mais ce fut tout le contraire. Après avoir livré ses vérités, elle laissa filtrer, dans un souffle presque timide, une autre face de son cœur. Elle ne voulait pas que ces révélations soient gravées comme des sentences, mais comme un testament de sa vulnérabilité. Un soir, dans l'intimité d'une interview confidentielle, elle murmura à voix basse « Je ne veux pas que l'on me voie comme une femme pleine de rancune. Je voulais juste dire ce que j'avais porté trop longtemps en silence. » Ces mots, simples, touchèrent même ceux qui, un instant plus tôt, la jugeaient trop amère. Elle expliqua comment, avec le temps, certaines douleurs s'étaient apaisées, d'autres non.
Il y avait dans ses yeux la lueur de quelqu'un qui a compris qu'il n'est plus nécessaire de se battre pour exister. Ce qui bouleversa le plus le public fut sans doute la façon dont France évoquait ses regrets envers Michel Berger. Malgré la colère rentrée, malgré les blessures muettes, elle finit par confier qu'elle rêvait parfois qu'il revienne, ne serait-ce qu'une minute, pour la prendre dans ses bras. Après tout, disait-elle, il reste la famille, même quand elle se brise. Et cette phrase résonna dans la gorge de milliers de fans, qui comprirent que derrière la chanteuse fière, il y avait encore la petite fille de 17 ans, perdue sur un plateau, cherchant une épaule où se poser. Ses proches racontèrent que, dans les derniers mois, France se faisait plus douce, presque apaisée. Elle acceptait les fleurs des admirateurs, souriait timidement, se laissait photographier sans artifice, comme si, enfin, ces 5 noms n'avaient plus le pouvoir de la hanter. Elle avait pris soin de dire ce qui devait être dit, les larmes versées, les confessions offertes. Elle s'éteignit sans bruit, laissant derrière elle une dernière leçon de courage, oser regarder ses fantômes en face, puis les laisser partir. Mes chers téléspectateurs, l'histoire de France Gall nous rappelle à quel point les plus grandes idoles cachent souvent leurs blessures derrière des refrains que l'on fredonne sans soupçonner la douleur qui s'y loge. Cette liste qu'elle a dévoilée à 70 ans n'est pas un règlement de compte ordinaire, mais une invitation à réfléchir. Que reste-t-il quand les lumières s'éteignent de nos secrets, de nos colères, de nos amours déchus? Peut-on réellement tout pardonner lorsque la trahison a façonné ce que nous sommes devenus? Est-il possible de continuer à aimer ceux qui nous ont fait pleurer, même quand la scène est vide et que l'écho du passé frappe encore à la porte? France Gall, par ce dernier aveu, nous confie qu'aucune gloire ne protège de l'amertume, mais qu'il existe toujours une faille par où l'on peut laisser passer un peu de tendresse. Et vous, mesdames, messieurs, seriez-vous prêts à dresser, vous aussi, la liste de vos fantômes pour peut-être enfin leur dire adieu ?